C'est l'un des arguments anti-véganisme les plus récurrents sur le net en ce moment. On peut le retrouver sous presque toutes les conversations traitant de la question animale. Et on pourrait le résumer à quelque chose comme ça. De toute façon, vous les véganes, vous habitez tous en ville. Vous n'avez jamais travaillé avec un animal de votre vie, alors que nous, à la campagne, on les voit naître, on les élève, on les tue nous-mêmes. Alors venez pas nous apprendre la vie, sale bobo. Cet argument du bobo vegan n'est ni plus ni moins qu'une invitation à nous taire, car nous ne saurions pas de quoi nous parlons et n'aurions aucune légitimité à le faire. J'avoue que ça m'interpelle. Ces phrases sont parfois prononcées par des personnes vivant effectivement dans des régions reculées de France et pratiquant l'élevage, l'agriculture, la chasse ou la boucherie depuis des générations et des générations. Mais en quoi exactement est-ce que cela les rend plus légitimes pour parler d'éthique environnementale ou animale? C'est également un argument qui est souvent avancé par des personnes vivant en ville, mais idéalisant la ruralité, car ayant en tête des prairies bucoliques sur lesquelles paissent vaches et moutons, choyés par les gens des campagnes, qui bien sûr travaillent toutes et tous dans le secteur de l'élevage. C'est pourquoi j'aimerais revenir aujourd'hui sur ces idées, comme quoi les véganes sont toutes des personnes vivant en ville, n'ayant côtoyé que des chiens et des chats de leur vie, et n'ayant aucune connaissance de la dure réalité de la nature. Tandis que de l'autre côté, les personnes vivant à la campagne et travaillant au contact d'animaux d'élevage les comprendraient mieux et en seraient plus respectueux. Tout cela n'est-il que cliché? Ou bien est-ce partiellement, voire totalement vrai? On voit ça ensemble juste après le générique. Salut l'ami chimpanzé, je m'appelle Tristan et aujourd'hui on va parler des bobos, des véganes, de la campagne, des gens qui y vivent et de tous les clichés qui tournent autour de ça. Quand je lis ce genre de choses, je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit d'une généralisation abusive, ne serait-ce que parce que j'ai moi-même grandi à la campagne au milieu des champs. Mais comme je ne peux pas me baser uniquement sur mon expérience et qu'une personne seule n'est pas représentative d'un mouvement, j'ai fait un appel à témoignages de ma communauté, histoire de voir si parmi elles ne se trouveraient pas quelques véganes des campagnes. Et j'avoue que j'ai pas été déçu. J'ai reçu plus d'une centaine de témoignages, souvent très détaillés, de personnes ayant grandi à la campagne, au milieu des animaux d'élevage et étant pourtant devenues véganes. Alors déjà, un énorme merci à ma communauté d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé avec moi tous ces témoignages, parfois très durs, mais toujours très humains et très intéressants. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Si tu as pris le temps de mettre sur pause pour lire, alors tu as pu te rendre compte que beaucoup de véganes ont grandi à la ferme, au milieu de familles qui pratiquent la chasse, la boucherie ou l'élevage depuis des générations et des générations. Ces personnes ont même participé directement à la mise à mort, au dépeçage et à la préparation d'animaux. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de revenir sur leurs convictions, leurs traditions ou leurs habitudes. Bien au contraire. C'est même souvent la violence du sort qui est réservée aux autres animaux qui les pousse à évoluer. Animaux qu'ils ont appris à connaître, à comprendre et à ne plus juste considérer comme des bouts de viande sur pattes. Comme tu peux le constater, les véganes des campagnes ne sont pas un mythe, et elles existent et elles sont nombreuses. Alors je t'arrête tout de suite mon mignon, mais ton histoire ne prouve rien du tout. Tu as reçu une pauvre petite centaine de commentaires sur les milliers de véganes en France. Tu as peut-être en effet quelques rares personnes qui ont grandi à la ferme dans le lot, mais la majorité reste du bobo parisien qui entrave que dalle à la nature et qui idéalise les animaux. Ma vidéo n'a fait que 2300 vues au moment où je te parle. Toute la véganie française ne l'a pas vue et fort heureusement parce que sinon ce serait vraiment triste. Ces quelques témoignages ne sont là que pour servir de représentation au parcours de dizaines de milliers de véganes des campagnes. L'objectif étant de prouver qu'une partie non négligeable d'entre nous savons exactement de quoi nous parlons. Par contre, je suis obligé de te donner raison sur un point. Je n'ai pas les chiffres, mais je suis prêt à parier qu'il y a plus de véganes en ville qu'à la campagne. Et c'est le pourquoi de cette situation qui m'intéresse aujourd'hui et auquel je vais essayer de répondre ici. Une information qui me semble évidente à prendre en compte, là tout de suite maintenant, c'est la proportion de gens vivant en ville et à la campagne. En cherchant 2 secondes, j'ai pu trouver que 3 personnes sur 4 vivent en ville. Donc forcément, quand t'as 3 fois plus de monde en ville qu'à la campagne, t'as beaucoup plus de chances de trouver des véganes à Paris qu'Autrevillers. Merci pour cette démonstration merveilleuse qui vient étayer mon propos. Tu viens de prouver que la majorité des véganes étaient des gens qui vivaient en ville et qui par conséquent ne bitaient rien à la nature et aux animaux. Sauf que là, tu viens de prendre un raccourci pour confirmer ta pensée, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai. En quoi est-ce que le fait de vivre en ville implique de ne rien comprendre à un biome et aux animaux qui l'habitent, et qu'au contraire, vivre à la campagne fait nécessairement de nous des experts ou des expertes en la matière? Elle est complètement débile ta question. Quand tu vis à la campagne, tu es directement au contact de la nature et des animaux, souvent depuis tout petit. Donc forcément tu les comprends mieux, c'est évident. Oh le vilain cliché. T'es vraiment en train de nous dire que tous les gens qui vivent à la campagne sont éleveurs, bûcherons, gardes forestiers ou agriculteurs? Bon, comme tu as pu le constater, cette histoire du bobo vegan versus Jean des campagnes n'est pas qu'un simple cliché, mais un méta-cliché. Et on va s'appliquer dans cette vidéo à tous les spotter et à tous les déconstruire les uns après les autres.
Avant d'aller plus loin, il me semble important de définir ce qu'est la campagne, et c'est franchement pas une mince affaire. Parce que d'un côté, tu as des gens à Paris qui t'expliquent qu'ils déménagent à la campagne en allant à Bordeaux, et de l'autre, t'en as qui te disent qu'un village devient une ville à partir du moment où il y a une boulangerie. Je vais prendre le parti de dire que vivre à la campagne, en tout cas dans le contexte qui nous intéresse ici, implique de vivre dans un village. Du coup, histoire d'avoir une définition à peu près précise, on va prendre celle de l'INSEE, qui ne me semble pas plus mauvaise qu'une autre, et qui dit qu'un village, c'est une agglomération de moins de 2000 personnes. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir décortiquer quelques clichés sur la campagne et les gens qui y vivent. Bon déjà, c'est qui ces gens à la fin? Et ils sont combien? Et est-ce qu'ils bossent tous au contact de la nature ou des autres animaux? En France métropolitaine, sur 64 millions d'humains, t'en as 14 millions qui vivent en zone rurale, presque 9 millions en périphérie d'une ville, et un peu plus de 5 millions sont loin de tout. Et si tu regardes sur le site du ministère de l'Agriculture, tu peux voir que t'as juste un peu plus d'1 million de personnes qui bossent dans une ferme, en incluant les DOM. Et ce sont les chiffres de 2010. Aujourd'hui, il doit y avoir encore moins de monde. C'est vrai que ces chiffres peuvent paraître surprenants, mais avec l'industrialisation des fermes, des dizaines d'hectares peuvent être gérés par une seule personne à grands coups de tracteurs et de pesticides. Du coup, ce qu'on constate, c'est que sur toutes ces personnes qui vivent à la campagne, ça fait pas beaucoup de monde travaillant tous les jours au contact d'animaux ou de la nature. D'ailleurs, il suffit de voir les embouteillages tous les matins et tous les soirs pour se rendre compte qu'une grande partie de ce petit monde va plutôt bosser dans les grosses villes. En même temps, t'as 75% des Françaises et Français qui travaillent dans le tertiaire et moins de 3% dans l'agriculture, la pêche et la sylviculture. Les gens sont plus souvent dans des bureaux, des zones d'activité que dans des champs ou des prés. Paye ton contact avec la nature. C'est mon tour de faire une concession. Oui, aujourd'hui, seule une minorité de gens travaillent effectivement directement au contact de la nature et des bestiaux. Mais leur nombre au final importe peu. Qu'ils soient 10 ou 1 million, ces gens savent de quoi ils parlent. Et pour les autres, le simple fait de vivre à la campagne permet de passer plus de temps dans la nature, de se promener dans les bois, de faire de la cueillette, de la chasse, du jardinage, et de fréquenter des personnes qui y vivent et travaillent à son contact. Tu rencontreras pas beaucoup d'agriculteurs dans les bars parisiens. En vivant à la campagne, tu peux voir des animaux tous les jours. Des vaches dans leur pâturage, aux poules de ta voisine, en passant par les cochons que tu vois à la ferme quand tu vas acheter tes œufs. Et tu as tout à fait raison. Le nombre de personnes partageant un même raisonnement n'est pas nécessairement corrélé à sa qualité. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En quoi est-ce que le fait de vivre ou de travailler au contact de la nature ou des autres animaux permettrait nécessairement de mieux les comprendre? Mais c'est pourtant évident! Quand tu passes beaucoup de temps avec les animaux, tu sais comment ils fonctionnent! Pareil pour la nature! Ne te fais pas plus stupide que tu ne l'es, je t'en prie! Alors non, pas du tout. Je ne nie pas que ces personnes ont beaucoup de connaissances et d'expertise. Et si jamais demain je devais me lancer dans l'élevage, je sais que je trouverai auprès d'eux de précieux conseils pour maximiser l'efficacité de mon exploitation. Mais pour ce qui est d'une compréhension profonde des animaux d'élevage, de leurs besoins, pour ce qui est des questions d'éthique environnementale et animale, je suis pas sûr que ces personnes soient les mieux placées pour en parler. Est-ce que tu te souviens de ces profs que tu as eus à l'école et qui ont passé des années au contact d'élèves à leur transmettre leur savoir et qui pourtant, même après tout ce temps, n'ont toujours aucune pédagogie? Regarde ces personnes qui ont conduit toute leur vie sans rien connaître du fonctionnement de leur voiture. Ou encore ces gamers qui passent énormément de temps sur leur ordinateur sans nécessairement savoir comment il marche. Regarde ces agriculteurs et agricultrices qui pensent que la monoculture avec tracteurs et pesticides est la meilleure, si ce n'est la seule façon de produire de la nourriture. Pour comprendre comment fonctionne un individu ou un biome, il faut déjà en avoir envie, être dans une démarche active de remise en question de ses a priori. Et surtout, il faut le prendre tel qu'il est, pas tel qu'on nous a dit qu'il l'était ou tel que l'on voudrait qu'il soit. Pour résumer, ce n'est pas parce qu'on utilise un outil qu'on en comprend sa nature. Rester dans les clous et ne jamais déconstruire ce qu'on nous a appris est une position très commode. Mais c'est également la mort de l'évolution de la pensée, qu'elle soit sociétale ou scientifique. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans la réalité, tu peux passer toute ta vie à côté de quelque chose sans jamais t'y être jamais vraiment intéressé ou avoir cherché à le comprendre. Ou en tout cas, à le comprendre d'un point de vue qui te sert, mais pas dans son intégralité. Pour en revenir à notre sujet, les éleveurs et éleveuses savent comment améliorer le bien-être de leurs animaux, mais c'est dans un but pécuniaire, parce qu'un animal en bonne santé produira plus de nourriture et de meilleure qualité, donc plus d'argent. Parce que mettre ces vaches dans les meilleures conditions possibles, ça leur permet tout simplement de faire beaucoup de lait et d'être en bonne santé. C'est-à-dire quoi? D'être des vaches rentables. Parce que mine de rien, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce métier. Éleveurs, chasseurs, bouchers sont des personnes qui gagnent leur vie aux dépens des animaux qu'ils exploitent. N'y a-t-il pas un conflit d'intérêts évident lorsqu'ils parlent d'éthique animale? Comprendre en profondeur les animaux qu'ils élèvent, dressent ou chassent n'est pas dans leur intérêt, car cela ne leur rapportera pas plus d'argent ou de plaisir dans le cas de la chasse. Au contraire, cela risque de leur nuire, car comprendre en profondeur les animaux implique de se rendre compte qu'il n'y a aucune raison valable de différencier nos animaux de compagnie de nos animaux de bouche, que ce soit sur le plan intellectuel ou émotionnel. Si on se penche un peu sur l'éthologie, alors on se rend compte rapidement que tous les vertébrés ont les substrats biologiques nécessaires au fait de ressentir des émotions, c'est-à-dire comme la peur, la joie ou la tristesse, qu'ils peuvent ressentir la douleur, qu'ils ont une appréciation subjective de leur vie et qu'ils y tiennent. Darwin en son temps l'avait déjà compris.
Bon, clairement, le inférieur est de trop, mais pour l'époque, c'est une pensée révolutionnaire. Tout ça pour dire qu'ils ne comprennent pas nécessairement mieux la nature ou les autres animaux. Au contraire, je dirais même que le fait de vivre et de travailler à leur contact peut être un frein à leur compréhension. Et comme on l'ont fait remarquer mes abonnés, il existe deux façons majeures de considérer les animaux d'élevage. Lorsque l'on pense aux élevages de campagne, on imagine immédiatement les prairies de Normandie, où pèsent des vaches à perte de vue. On imagine les poules en liberté, les moutons et les chèvres à flanc de montagne. C'est sûr que c'est très bucolique, mais de la même façon que les cartes postales donnent souvent un angle de vue biaisé, cette situation ne fait pas exception. J'en parle en détail pendant une demi-heure dans cette vidéo. Mais pour résumer brièvement, ces animaux vont être inséminés artificiellement, les bébés vont être séparés de leur mère, et si jamais tu en vois téter, ça veut dire qu'ils vont finir en boucherie, tout simplement. Généralement en ayant vécu à peu près le 10e de leur vie potentielle. Là, c'est la version courte, mais en vrai, c'est bien plus terrible que ça. Ces animaux seront considérés toute leur vie comme des biens, des marchandises ou des meubles, et pas comme des individus sentients, c'est-à-dire des êtres ayant des émotions, ayant un intérêt à vivre leur vie et ne voulant pas mourir. Cette vision idyllique du monde sera souvent défendue par des personnes n'ayant jamais vraiment mis les pieds dans une ferme, ou en tout cas n'étant jamais allées jusqu'à l'étape mise à mort de l'animal. Après tout, on n'a jamais entendu parler d'une ferme pédagogique proposant un atelier intitulé « Comment assommer une vache, la suspendre, l'égorger, la vider et la préparer ». Atelier tout public. Le lien entre la jolie vache que l'on vient de caresser et le steak que l'on a dans son assiette le soir même n'est donc jamais fait. J'aimerais insister sur un point que j'ai survolé jusqu'ici mais qui me paraît pourtant important. Ces petits élevages dont je parle depuis tout à l'heure ne sont que la face émergée de l'iceberg. Presque tous les élevages de France sont industriels. Les chiffres sont clairs là-dessus. Par exemple, tout à l'heure, Smith nous parlait des cochons qu'on voit en allant à la ferme, mais plus de 9 cochons sur 10 se sont élevés sur Caillebotis. C'est-à-dire comme ça. Et ça, c'est en France, même que c'est chez des gens qui nous ont proposé de venir vérifier par nous-mêmes. Votre adresse sur internet et on s'est dit que vous pouvez venir visiter. Maintenant, si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. Oui, je sais bien, ils disent ça, on dit ça, on l'a vu visiter, mais ça marche pas comme ça. On vous attend. Ah ouais, ouais. Parce que Parce qu'en vous fait, venez vérifier, donc c'est venez vérifier sur le site de Fleury-Michon. Et c'est pas rassurant. Ah, c'est pas venir vérifier. En fait, Fleury-Michon, c'est son slogan. Venez vérifier tout ce qu'ils font. Voilà. Ah ouais. Alors après, c'est avec eux que ça se voit, ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est exactement comme Là, on ça. peut pas visiter comme ça. Non, c'est impossible. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. En plus de ça, absolument tous les animaux dont les corps sont vendus passent par la case abattoir, qu'ils soient mobiles ou non. C'est une obligation légale en France, pas le choix. Et il me semble que les caméras cachées de L214 sont assez claires. Bio ou pas bio, tous les animaux finissent dans le même genre d'abattoir. Viande de supermarché, de boucherie, de restaurant, même délire. Ça vient de l'industrie. Et ça, même si tu vis à la campagne, tu ne le vois pas. Tu ne le sais pas forcément, car c'est caché, loin des yeux, loin des oreilles. La finalité de tout ça, c'est que d'avoir cette devanture complètement fake devant soi chaque jour peut nous amener à penser que c'est la norme, alors qu'au final, il n'en est rien. Ce que moi je remarque, c'est que depuis tout à l'heure, vous tapez sur l'élevage industriel, mais vous enfoncez des portes ouvertes, les cocos. Tout le monde condamne l'élevage industriel, moi le premier. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers un élevage extensif, où les animaux ont une belle vie, on s'en occupe bien. Reste plus qu'à revoir l'abattage et on est bon. Si c'est vrai que tout le monde est contre, alors pourquoi est-ce que c'est la norme aujourd'hui ? Je ne voudrais pas que tu te méprennes sur le sens de mon message. Je ne suis pas ici pour remettre en question la façon dont nous exploitons les autres animaux, car c'est cette exploitation même qui me pose problème et que je souhaite abolir. Mais en effet, nous parlons beaucoup de l'industriel, une fois encore, car c'est ce qui est le plus présent et ce très largement. Et ce n'est pas parce que l'élevage extensif est moins terrible qu'il est éthique. Mais ça, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, parce que là, on a déjà suffisamment digressé. Il est temps de passer à la seconde vision des animaux d'élevage la plus répandue. Une vision qui aurait beaucoup plu à Descartes. C'est quelque chose de très présent dans presque tous les commentaires que j'ai reçus. Beaucoup de végans ont grandi à la ferme et ont participé ou assisté directement à la mise à mort d'animaux. Au début, certains et certaines rechignaient, s'enfuyaient, voire protestaient et résistaient carrément. Mais la plupart du temps, quand ils voyaient que tout le monde disait que c'était ok, que c'était de la sensiblerie, qu'il fallait bien se nourrir, ils finissaient par se faire une raison et mettre la main au couteau. Ou sinon, on les forçait. En effet, très tôt, on enseigne aux enfants qu'il y a des animaux qui sont là pour être aimés et d'autres qui sont là pour être mangés. Et que c'est le cycle de la vie. C'est pourquoi, comme je le disais plus haut, tu peux avoir des gens qui vont passer 40 années de leur vie à côté de leurs vaches et qui pourtant ne cesseront jamais de les considérer comme des unités de production, comme des machines qui boivent, qui dorment, qui mangent et qui produisent du lait. Ou des bouchers charcutiers qui traiteront leurs pièces de viande avec autant d'état d'âme que s'ils manipulaient des pommes ou des choux. Ou encore des chasseurs qui tireront sur des animaux comme s'il s'agissait de cibles en terre cuite. Les personnes qui travaillent avec ces êtres refusent de vraiment s'y intéresser autrement que pour augmenter leur productivité. Car s'y intéresser, ce serait les comprendre.
Et les comprendre, ce serait se rendre compte que ces autres animaux ont autant de sensibilité, de personnalité, d'envie de vivre, de s'amuser et d'éviter la souffrance que n'importe lequel de nos animaux domestiques. Et qu'il n'y a aucune raison, autre que culturelle, traditionnelle ou financière, de leur réserver un tel sort. Fort heureusement, tu auras aussi des gens qui commenceront à se rendre compte que les animaux ont une vie émotionnelle, qu'ils sont sentients. Ils finiront par vraiment s'y intéresser et même par les aimer. Et certaines de ces personnes iront jusqu'à abandonner un art ou un métier qui se transmettait de génération en génération, parfois depuis des siècles, pour être plus en accord avec leurs nouvelles valeurs. Comme ce couple d'éleveurs qui a légué ses 73 vaches pour se mettre à l'agriculture végane. Cet ancien boucher qui est maintenant militant chez L214. Ou encore cet ancien abatteur qui a aidé L214 à révéler la réalité de ce qu'il se passe dans les abattoirs. Et enfin ce chasseur qui a compris que la meilleure façon de shooter les animaux était encore avec son appareil photo. Et je pourrais en citer bien d'autres. Je te mets en description un documentaire dédié uniquement à des éleveurs et des éleveuses qui ont arrêté leur profession par conviction. C'est bien, tu viens de taper sur ces pauvres gens, bravo. Mais en aucun cas tu ne prouves que vous autres véganes soyez plus légitimes à parler des animaux ou de la nature. Peut-être que certains d'entre vous avaient quelques vagues notions sur la question, mais les bobos des villes qui ne connaissent le monde qu'à travers leurs livres et leurs écrans restent la majorité. C'était mon prochain point. Il existe effectivement dans le milieu vegan des personnes qui n'ont aucune des expériences citées plus haut et qui ne peuvent se baser que sur leur lecture, leur conversation ou leur visionnage pour se faire un avis. Et parmi ces personnes, effectivement, tu en trouveras qui seront complètement aux fraises, idéalisant complètement la nature et les autres animaux, car comme dans tout mouvement, tu auras des gens qui versent dans la croyance. Mais de l'autre côté, tu trouveras aussi des gens qui se basent sur la science, sur des faits concrets et globaux, qui relaient un consensus scientifique et qui ne se basent pas sur des traditions, sur la culture, sur leurs croyances ou sur des dogmes pour se faire un avis. Nous autres animalistes revendiquons le droit des autres animaux à vivre leur vie sans subir notre exploitation. Et de la même façon qu'il n'est pas nécessaire d'être éducateur ou éducatrice canin, ou même ne serait-ce que d'avoir eu un chien pour être touché par une injustice à leur rencontre, il n'est pas nécessaire d'avoir côtoyé des animaux de ferme pour se rendre compte qu'il y a un problème dans la façon dont on les traite. Si les animaux qu'on voyait sur les vidéos de L214 étaient des chiens ou des chats, demain, toute la France se soulèverait, car ces animaux sont maintenant rentrés dans notre sphère de considération. Ce qui n'empêche pas la France d'être championne d'Europe en matière d'abandon. C'est pourquoi nous ne nous contenterons pas d'une amélioration des conditions d'exploitation, mais que nous voulons son abolition. Pur et simple. Tu ne peux pas comparer les chiens et les chats aux animaux de ferme, on n'a pas besoin de manger du chien pour vivre, de la vache si. Il suffit également de savoir qu'aujourd'hui, en France, exploiter les autres animaux n'est plus une nécessité, ce que nous apprend la science encore une fois. À partir de là, il devient tout à fait légitime de s'élever contre le sort qui est réservé aux animaux d'élevage. Nous approchons maintenant de la conclusion, mais j'aimerais traiter d'un dernier petit cliché pour la route. Beaucoup de végans sont des jeunes, souvent étudiants et étudiantes. Et comme les écoles les plus prestigieuses se trouvent dans les grosses métropoles, ça fait beaucoup de gens qui ont grandi à la campagne et qui se retrouvent à vivre en ville. Là où je veux en venir, c'est que c'est un non-sens de penser qu'il existe une ségrégation aussi marquée entre les gens des villes et des campagnes. Beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui en ville ont grandi à la campagne et beaucoup des gens qui vivent aujourd'hui à la campagne sont nés en ville. D'aucuns sont attirés par le plein emploi et d'autres par un retour à la nature. Les sangs purs se font de plus en plus rares. Bon, du coup, c'est quoi la finalité de tout ça? Où est-ce que je voulais en venir avec cette vidéo? Chaque fois qu'une personne nous répond comme ça, elle nous invite en fait cordialement à fermer notre gueule, car nous serions nécessairement des bobos véganes qui n'aurions aucune connaissance de la dure réalité de la nature. Sauf qu'il me semble avoir démontré que non seulement ce n'est pas vrai, et qu'il y a beaucoup de gens des campagnes dans nos rangs, mais qu'en plus de ça, le fait de vivre au contact direct d'animaux d'élevage ou de la nature peut être un excellent moyen de refuser toute compréhension de leur être. Donc là où je voulais en venir, c'est que non. On ne va pas se taire juste sous prétexte que certaines personnes se sentent plus légitimes. Refuser d'écouter les arguments de quelqu'un ou discréditer son discours uniquement par rapport à son expérience de vie ou ses origines est un excellent moyen de ne jamais se remettre en question. Et cela est vrai dans les deux sens. J'en parle déjà dans ma vidéo pourquoi le véganisme est indispensable mais insuffisant, mais oui, effectivement, nous autres véganes n'avons pas la science infuse. Et le véganisme n'est pas une solution miracle qui va sauver le monde et l'animalité, humanité comprise. À la campagne se retrouve toute une communauté de gens faisant des percées très intéressantes en matière de production de nourriture plus écologique et éthique, #permaculture. Et nous devons nous y intéresser et inclure cela dans notre lutte. Nous n'arriverons à rien si jamais nous restons complètement campés sur nos positions alors qu'il y a du bon à prendre partout, sans pour autant faire de concessions. Cette histoire de guéguerre entre bobos véganes et gens des campagnes n'a en fait pas lieu d'être, ça n'a aucun sens. Car on peut parfaitement être bobo et viandard, ou vivre à la campagne, vegan, et faire de la permaculture. Et une fois encore, on s'en fout de savoir si jamais les gens sont nés à la campagne ou en ville. On s'en fout de savoir si jamais les gens ont travaillé toute leur vie avec des animaux, ou si jamais ils n'en ont connaissance qu'à travers leurs lectures et vidéos. Véganes comme non véganes peuvent dire les plus stupides des insanités sur un biotope et les animaux qui y vivent.
et vice-versa. L'important n'est pas la taille du bagage, mais la qualité de son contenu, l'honnêteté de la démarche. Ne prêtons pas attention à l'endroit où vit la personne en face de nous, mais à la pertinence de ses arguments, à la qualité de sa réflexion et à la logique de son discours. L'éthologie, science de l'étude des comportements animaux dans leur milieu naturel, est catégorique. Tous les autres vertébrés sont des individus à part entière, qui tiennent à leur vie, qui ont des émotions, une vie sociale et intérieure très riche et complexe. Et lorsque tu t'intéresses vraiment à l'éthologie, tu n'idéalises pas les autres animaux. Tu sais qu'ils sont capables de comportements que nous considérons, à travers le prisme de notre morale, comme profondément mauvais. Mais tu sais également qu'ils sont capables d'amour et de bienveillance. J'espère que cette vidéo aura un peu remonté le moral des gens qui défendent les droits des animaux, perdus au milieu d'un océan de spécisme. Vous êtes peut-être seul dans votre vie de tous les jours, mais vous n'êtes pas seul dans le monde. Beaucoup de gens sont passés par là avant vous, moi le premier. Soyez fiers de vos convictions, essayez de rencontrer d'autres personnes les partageant, de créer des groupes, de travailler ensemble. Et surtout, gardez courage. Merci encore à ma communauté d'avoir participé à mon appel à témoignages. C'était vraiment génial de vous lire, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai l'impression que ça vous a fait du bien aussi de partager. Donc voilà, je vais sûrement refaire ça à l'avenir et j'espère vous compter nombreux et nombreuses. Si tu as aimé la vidéo, eh bien je t'invite à la partager sur tes réseaux, à lâcher un like, un commentaire, à la montrer à tes amis, à ta famille, à tout le monde. C'est la meilleure façon de me soutenir si jamais tu aimes mon travail. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te souhaite bon courage dans ta tentative de rendre ce monde meilleur. Tchuss!